L'immobilier reste à ce jour le placement préféré des Français et celui sur lequel comptent la plupart des gens qui ont du capital à investir pour s'assurer un complément de retraite, voire l'essentiel de leur retraite tout court en fonction de leur profil. Le plan de base étant le plus souvent de s'acheter 1 ou 2 appartements pour se faire un complément de revenu avec les loyers, voire pour les plus ambitieux d'autofinancer plusieurs appartements, chose plus difficile maintenant avec les taux élevés, grâce à un crédit sur 20 ans, car la retraite à 64 ans bat de l'aile et nous vivons basiquement à une époque où vous pouvez obtenir le montant d'une retraite moyenne en louant 2 appartements. Et c'est un plan que j'ai moi-même suivi ici. En plus de mes activités en bourse, je suis moi-même loueur en meublé depuis plusieurs années. Donc je peux vous faire un retour honnête ici sur les avantages et les inconvénients de cette méthode. Et il se trouve que l'immobilier possède selon moi un gros désavantage et un défaut majeur par rapport aux autres placements, surtout par rapport à la bourse et aux placements plus traditionnels, que je vous propose de voir plus en détail dans cette vidéo, car il me semble que ce point n'est que trop rarement abordé. PS, mon but ici n'est pas de tacler l'immobilier, mais plutôt de réhabiliter les autres placements aux yeux des Français par rapport à l'immobilier, qui me semble parfois quelque peu vu à travers une paire de lunettes roses en France, à plus forte raison sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Ce qui pousse les Français à choisir l'immobilier plutôt que d'autres placements, c'est le plus souvent la possibilité de toucher un loyer plus ou moins sûr tous les mois et de se générer ainsi un revenu passif entre guillemets qui leur permettra de financer leurs dépenses courantes une fois le crédit remboursé et l'appartement financé. Et il n'y a rien de mal à cela, c'est plutôt un bon plan de base et vous serez quasiment toujours en meilleure situation financière avec 1 ou 2 biens immobiliers à votre actif que sans, du moins si vous choisissez de bons investissements et que vous vous tenez loin des pièges du secteur. Le problème ici me semble juste être que si vous investissez dans la pierre essentiellement pour le complément de retraite ou pour entre guillemets vivre de vos loyers, c'est-à-dire avec l'idée de rentrer une somme d'argent fixe tous les mois qui vous garantisse de couvrir vos dépenses courantes, vous risquez d'être quelque peu déçu. Je m'explique. Si je vous embauchais comme employé et que je vous disais que le mois prochain je vous paierais 2 000 €, le suivant 1 500, puis qu'ensuite nous verrons en fonction de l'état de l'entreprise, mais que cette somme pourra être comprise quelque part entre 2 000 et 0 € en fonction des dépenses de la société. Est-ce que cela vous paraîtrait attractif ? Et si le salaire évoqué représentait 100% de vos revenus, est-ce que vous seriez serein vis-à-vis de vos perspectives de stabilité financière ? Peu de gens le seraient, pourtant c'est ici le type de contrat que vous signez indirectement en devenant investisseur immobilier. En effet, si vos revenus bruts sont capés, comme on dit en finance, c'est-à-dire qu'il s'agit du loyer que vous verse votre locataire annuel et que vous n'aurez jamais plus ici, mais vos revenus réels nets sont incertains et même potentiellement négatifs. Il s'agit ici de vos loyers ajustés de tous les frais, de toutes les dépenses et de tous les imprévus que vous aurez dans l'année. De ce point de vue, par rapport à d'autres investissements plus traditionnels, l'immobilier est un des placements les moins sûrs que vous puissiez faire en termes de cash flow. Car le fait est que vous ne savez jamais exactement combien vous serez payé en fin d'année. Si vous avez du mal avec cette idée, je vous propose de raisonner par rapport à des investissements qui proposent un vrai cash flow sûr, toujours entre guillemets, pour constater la différence. Si vous prenez un placement comme le livret A ou les obligations, qui sont des placements défensifs par nature, vous pouvez calculer en début d'année combien vous aurez en fin d'année, grosso modo. C'est-à-dire que si vous investissez sur un support qui doit vous rapporter 4%, vous savez à l'avance que vous aurez 4% en fin d'année, moins les éventuelles taxes. Même si vous décidez d'investir sur un support dit risqué en bourse, comme les actions par exemple, le cours de l'action pourra fluctuer, mais si vous investissez disons dans Air Liquide ou Coca-Cola, vous savez que vous aurez toujours grosso modo 3% de dividendes en fin d'année, peut-être moins si l'entreprise a mal performé. Cependant, ce dont vous pouvez être sûr, c'est qu'en fin d'année, vous ne devrez jamais de l'argent à Coca-Cola ou Air Liquide. Une société ne viendra jamais vous réclamer de l'argent pour que vous puissiez conserver vos titres. L'inverse n'est pas vrai en immobilier. En effet, l'immobilier physique est un des seuls placements en dehors du capital investissement où vous devrez remettre régulièrement la main à la poche juste pour conserver votre bien. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un des seuls placements qui a la possibilité de soustraire du cash à votre compte courant bancaire pour une année donnée au lieu d'en ajouter. Et la majorité des investisseurs particuliers sous-estiment, lorsqu'ils se lancent, la vitesse à laquelle leurs loyers annuels peuvent être dévorés par des imprévus. Ce qui n'a pas manqué dernièrement de mettre beaucoup de gens que je connais dans des situations délicates, et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Comptez un dégât des eaux qui coûte 2 à 3 000 €, la moitié de vos revenus sont déjà partis, et non, ils ne sont pas toujours couverts par les assurances en fonction de la responsabilité que vous avez dedans. Ajoutez les taxes, les charges, quelques autres frais. Si vous êtes en copropriété, vous avez vite fait d'avoir un appel de charge pour réfection du toit, ravalement de façade, réfection de cage d'escalier, qui passe vos charges de 1 000 à 3 000 € par an. Un chauffe-eau qui casse, vous aurez vite fait de dépenser 800 à 1 000 €, une intervention de plomberie, 300 €, un couchage à changer, 700 à 1 000 € en fonction de ce que vous mettez. L'idée est la suivante, si les loyers sont certains, le montant que vous avez dans votre poche en fin d'année ne l'est pas du tout. Et il est très dépendant du nombre de coups du sort, parfois totalement aléatoires, qui vous tomberont dessus pour une année donnée. La plupart des gens ont tendance à voir un loyer comme sûr et un placement financier comme pas sûr, mais ils devraient parfois remettre ce point de vue en perspective. Car si vous achetez par exemple 2 appartements pour votre retraite, entre guillemets, qui doivent vous rapporter 10 000 € par an sur le papier, vous risquez d'avoir des problèmes si vous tablez sur ce niveau de revenu et que vous vous retrouvez avec seulement 5 000 pour boucler votre année. Bien entendu, le problème est mitigé pour les gens qui ont 8, 10, 15 appartements grâce à la diversification, mais je pense pouvoir dire sans me tromper que la plupart d'entre nous finissent avec 1 ou 2 biens en locatif au maximum.
et si c'est le cas, ils sont déjà loin en termes de finances personnelles et de patrimoine de la majorité des Français. Pourtant, vous ne devriez probablement pas miser que sur cela, sous peine de vous retrouver rapidement sous l'eau en cas de problème. Et si vous pensez que j'en rajoute ici, je vous propose de revenir sur l'exemple de ces 2 dernières années en termes de dépenses imprévues. Plutôt que de voir des problèmes spécifiques liés à chaque logement, je vous propose de voir ici des problèmes d'ordre généraux qui ont eu lieu ces 2 dernières années, c'est-à-dire des problèmes auxquels pratiquement tous les propriétaires ont dû faire face. Premièrement, les taxes foncières ont augmenté de façon démesurée. Vous aviez 1000 € à payer par an, et bien félicitations en 2023, en fonction d'où se situe votre bien, ce sera peut-être 500 € de plus. On dénote en effet des augmentations supérieures à 50% en région parisienne. Je vous conseille d'ailleurs de bien vérifier si vous êtes propriétaire car elles seront débitées à la fin du mois. La raison principale avancée pour cette hausse est la suppression de la taxe d'habitation. Comme vous pouvez le constater, l'État donne, mais l'État reprend aussi. Et ce n'est pas ici une petite hausse car ceux qui étaient déjà sur 2000 € de taxes ou plus peuvent donc se retrouver à devoir débourser 1000 € supplémentaires ce mois-ci. Mais ce n'est pas tout. Deuxièmement, les loyers n'ont pas suivi l'inflation. Un des avantages clés de l'immobilier, c'est que c'est un placement qui est censé préserver votre pouvoir d'achat durant les périodes d'inflation. En effet, les loyers sont indexés sur un indice de référence qui est réévalué chaque année en fonction de l'inflation. Un bon placement est supposé au moins préserver votre pouvoir d'achat de l'inflation et c'est plus ou moins la base pour que le placement soit intéressant. Du moins, bien sûr, c'est ici la théorie, avant que l'État ne s'en mêle et ne décide de plafonner l'indice des loyers à 3,5% cette année. Une des mesures supplémentaires du fameux bouclier anti-inflation. Conclusion, en tant que propriétaire, vous subissez tous les coûts directs liés à la hausse de l'inflation, c'est-à-dire la hausse des charges, la hausse des frais courants, la hausse de la taxe foncière, la hausse des travaux éventuels à réaliser sur votre appartement, et en contrepartie, vous ne récupérez rien car vos loyers sont plafonnés. Mais attendez, ce n'est encore qu'un problème modeste par rapport à la suite. Gros problème numéro 3, les nouvelles normes environnementales. À partir de cette année, les logements considérés comme à forte consommation d'énergie ou ne répondant pas aux nouvelles règles fixées par l'État seront tout simplement interdits à la location. Le problème ici, c'est que vous n'êtes pas forcément responsable de ce qui avait été fait en termes d'isolation dans votre immeuble construit en 1950, mais que comme vous l'avez racheté, vous vous retrouvez donc maintenant à devoir isoler votre appartement de l'intérieur pour compenser des constructions qui ne sont désormais plus aux normes selon les critères de l'État. Et croyez bien ici que cela concerne un grand nombre de logements et que les sommes à engager sont souvent conséquentes. Pour preuve, beaucoup de propriétaires envisagent simplement de vendre plutôt que de faire les travaux, car il n'est pas rare que les sommes à engager dépassent les 20 000 €. Espérons ici que vous les avez si vous êtes investisseur, sans quoi les années à venir risquent d'être compliquées. Ce sont ici des problèmes propres à l'immobilier que vous ne retrouverez pas sur d'autres types de placements qui sont pourtant en général moins appréciés des Français. Conclusion, l'immobilier est-il un mauvais placement ? Pas du tout, c'est juste que personnellement j'ai l'impression que la plupart des gens se lancent dans le projet en considérant leur cash flow comme sûr et en sous-estimant vastement les impondérables potentiels. La plupart des Français se disent très averses au risque et n'investiront jamais en bourse sur une action par exemple qui verse des paiements fixes depuis plus de 30 ans, mais ils sont prêts à considérer comme sûrs des montants de loyer qui en net seront en réalité très incertains. Les loyers qui arrivent tous les mois donnent une illusion de sécurité, mais le montant final de ce que vous aurez en poche est sans doute le plus difficile à estimer de tous les actifs financiers à votre disposition, parce que les impondérables annuels ne sont tout simplement pas calculables à l'avance. L'immobilier est sans doute le placement champion de la charge imprévue, prenez encore les taxes foncières qui ont augmenté de 50% cette année, et j'ai toujours trouvé ça incroyable que le placement soit considéré comme sûr par la majorité des gens, comparativement à d'autres moins connus. Ne vous laissez donc pas avoir par l'illusion d'un loyer qui rentre tous les mois, ce que vous rentrez vraiment est le montant des loyers décaissés de toutes les charges, et du temps que vous avez pris à gérer tous les ennuis annuels liés à votre bien. Ce qui, vous pourriez au final vous en rendre compte, n'est pas toujours aussi rentable qu'espéré par rapport à d'autres options. Méfiez-vous également des bons conseils des boomers qui sont nés sans le savoir au milieu du plus gros marché immobilier de l'histoire et qui vous disent que vous ne pouvez pas perdre en achetant de la pierre et que les biens ne font que monter. Si les prix des appartements continuent sur leur trajectoire historique, nous aurons tous de gros problèmes pour nous loger. Il faut donc espérer que nous sommes arrivés sur une zone plafond ou que le rythme va ralentir pour tout le monde. J'espère avoir pu apporter un éclairage nouveau sur le placement préféré des Français dans cette vidéo et vous faire réfléchir peut-être sur quelques points si vous étiez investisseur vous-même. N'hésitez pas à raconter vos mésaventures immobilières dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous aidera à mieux investir.